Good evening. Good evening and welcome to this evening's Aurora lecture, Survivors and Agents of Change, Empowering Women in Conflicts. It's a great pleasure to welcome you here. It's a great pleasure to welcome you here in particular on this topic, which couldn't be more timely, more relevant, more important than now. It is, first of all, my great pleasure and honor to welcome the 2021 Aurora Prize laureate, Julienne Lusenge. A warm welcome to you. It's a great pleasure and honor to have you. We're equally delighted to have with us the Minister of State of the Federal Foreign Office, you could say our neighbor, Katja Koll. Warm welcome to you. And it's also a great pleasure to welcome again, I think it's almost, you could say it has become a tradition, the co-founder and CEO of the Global Perspectives Initiative, Dr. Ingrid Hamm. Oh, here we go. Sorry. It's really great to welcome you back and actually to start again the tradition to have the Aurora laureates to present their thoughts with us. Also, I would like to say that I'd like to thank very much, even though he can't be with us today, Professor Dr. Wolfgang Huber for the great support, the continued great support he has provided to the Aurora Humanitarian Initiative. As you know or may know, this building used to have a different purpose than to host an internationally oriented business school. It used to be the Supreme hosted, it used to host the Supreme Governing Council of the GDR. It is, I would say, still a very nice, maybe one of the nicest ironies in German history, that what used to be the headquarters of socialism on German soil is now a privately run, privately organized business school that has currently students from 80 different countries, faculty members from 20 different countries, and really prides itself of the diversity it has. At the same time, it's also clear that everything we are currently discussing is overshadowed by what we see by the war in Ukraine and the Russian invasion in Ukraine. We, as community here, as ESMT community in Berlin, feel that it couldn't stand in stricter contrast to what we stand for. What I just mentioned, the diversity that we have, the stakeholders we have from all over the world that believe in freedom, respect, responsibility. And so also the discussion today obviously is overshadowed and is in a sense also massively influenced by what we see there. If I would like to try, I know it's difficult, but if I would like to try an analogy to what we research and what we look into, then I think most of you have heard in corporate research about the so-called, not only in corporate, actually in organizational research, what you've heard about glass ceiling, the glass ceiling. So this means basically that it's not possible for, say, different groups to have the same career opportunities. And this in particular is used when it comes to women who would like to follow a career. An expression that is less known, at least it wasn't known to me, unless a female colleague brought it to my attention, is the so-called glass cliff. And the glass cliff phenomenon describes the following. It basically describes that women are more likely to be promoted to leadership roles during periods of crisis. So they actually are promoted at points of time at which the likelihood of failure is higher. Put differently, and now I think it becomes maybe a little bit more obvious why this lecture tonight and the discussion tonight is so much of importance. To put differently, the glass cliff more or less says the men mess it up, and then the women have to come in to fix it. And this is maybe not only the fact that we observe in companies, in organizations, but maybe an aspect that has relevance that goes much beyond. So therefore, as I said, I couldn't think of this debate to be more timely, to be more relevant, and to be more important. It is also, and I would like to say this, why we at ESMT in particular believe it's so important, because it's such a fundamental core belief of what we do. We launched last year our so-called Aspire strategy, where each letter stands for one strategic initiative. And in particular, the S is highly relevant to this, as we said that we would like to support diverse future leaders of the world with a European mindset.
So this means diversity, equality, inclusion. This is really what is at the fundamental belief, the fundamental DNA of ESMT. And it goes back not just up to the, say, the 2021 launch of our strategy, but it goes back much beyond. So we were the only German university that actually responded and was part of the European Commission project Boardable Women. So basically what the European Commission did to ask universities, business schools to nominate women, female students, graduates, who actually are at the forefront of their class and of whom we believe they could actually really have a great career in any organization they serve. So in organization, I always mean, obviously we have many students who go to companies, but we have also lots of students who work for NGOs and other organizations. And we are thus, I mean, we were very excited to be asked and to be part of this Boardable Women initiative. Also, when it comes maybe more to the closer world of business schools, we are part of the Equal for Europe project. This is a project, again, supported by the European Union, in which also we take an initiative to make it even easier for women to succeed, to move ahead. And we are also very delighted to actually see additional support, for example, coming from the Volkswagen Group, as we've established a chair for diversity in organizations. So something that is really at the forefront of everything we do. We think and we strongly believe in the fact that we need to do more. And so I could just see that the discussion we have here tonight is just a very important element in there. And it's an element that actually hopefully will not only enlighten and inspire us tonight, but it will go much beyond the day and will create much more discussion and most importantly, action going forward. I would like to say I look very much forward to the discussion. Our specific thanks go again back to our partners, the Aurora Humanitarian Initiative and the Global Perspectives Initiatives, as I said, with both of which we've encountered and we've really been delighted to maintain very successful, very fruitful, and also very delightful cooperations. In this, please join me in warmly welcoming our moderator tonight, Jenna Rio, our press spokesperson. And I would now leave it to Jenna to more formally, more in detail, introduce our speakers tonight. With this, Jenna, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Jörg. I'd also like to welcome everyone to our panel discussion here, Survivors and Agents of Change, Empowering Women in Conflict. Like Jörg just said, my name is Jenna Rio. I am ESMT's press spokesperson, and I am very excited to spend the next hour with our wonderful speakers and guests, of course, to talk about this very pressing issue. Before we get started, I'd just like to inform everyone, as you probably could tell already, this conversation and discussion will be held in 2 languages, English and French. If you're like me, not fluent in French, just press the button and it's going to be translated right in your ear. And when you're home joining us online, there is a button called translation or interpretation, I just heard. And so you can switch the languages right away. If you have any issues, just message in the chat and you're going to get help right away. So sexual violence is still a weapon of war. Therefore, women are particularly affected by violence, by exploitation, and suffer extremely from destroyed livelihoods. When we're talking about this topic right now, in light of the increasing conflicts in the world and also the ongoing war in Europe, the question is, how can we empower women to get help through humanitarian actions, through peace operations, and also through democracy and diplomacy. And I'm very happy that we can talk about this topic today. I'd like to welcome both of you. Thank you so much for being here. Julienne, maybe I'd like to start with you first. You were awarded the very prestigious Aurora Prize for Awakening Humanity last year for your extremely courageous work and support in the Democratic Republic of Congo. With your organization, you support survivors and you also really focus on the prosecution of the criminal offenders. Thank you so much for being here today with us.
and Katja Keul, our Minister at the Federal Foreign Office. You are really focused and working on this extremely pressing issue. And I'd like to talk more with you about this today, about violence and against women in conflict, and also about their potential of being peacemakers. Thank you for being here and welcome to you. Take a clap quickly. And so I'm sure everyone would like to hear more about your work personally from both of you, and not just me talking about you, about your work, your achievements and your goals so far. Please tell us more about everything. Julienne, would you like to start? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour être ici avec nous. Je ne suis pas seule, je suis venue avec mon collaborateur, Kim Parfait, qui est là, avec qui on travaille. Donc, ce travail de lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui les font, mais il y a aussi des jeunes gens qui sont engagés, des hommes et des femmes qui sont engagés, qui s'engagent pour lutter contre ces violences. Notre organisation, sauf pas dit, a été créée en 2000. Nous avons 22 ans aujourd'hui. Et nous luttons contre les violences faites aux femmes, toutes les formes de violences, principalement les violences sexuelles dans les conflits. Nous documentons les cas de violence, nous apportons les services aux victimes, mais nous amenons aussi les auteurs qui sont connus devant la justice. Nous avons documenté des cas et nous avons amené les rapports à la Cour pénale internationale. Nous avons documenté des cas que nous avons amenés devant les tribunaux au niveau de la RDC. Et nous avons plusieurs cas, plusieurs jugements que nous avons obtenus au niveau de notre pays. Nous organisons aussi des formations pour les chefs coutumiers, pour les juges, pour les magistrats, pour les avocats, pour qu'ils comprennent le langage des femmes et qu'ils comprennent aussi ce que dit la loi pour les cas de violences faites aux femmes. Nous travaillons aussi sur la paix pour que les femmes s'impliquent dans la restauration de la paix, les jeunes aussi, pour la cohésion sociale. Nous organisons des dialogues sociaux et des dialogues entre les populations et les autorités pour discuter sur les questions qui les concernent. Donc, nous essayons d'apporter notre service médical aux femmes victimes de violences sexuelles, psychologiques, mais aussi judiciaires et la réinsertion socio-économique. Nous avons ouvert des centres d'apprentissage des métiers dans les villages où les femmes et les filles apprennent des métiers, mais aussi nous payons les frais scolaires pour les enfants nés du viol ou des enfants victimes de viol. Je voudrais préciser ici, ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Des jeunes gens, comme des vieillards aussi, qui sont attaqués pendant les guerres. Parce que, comme vous le savez, les violences faites aux femmes en RDC, c'est aussi pour punir les communautés, pour intimider, pour chasser les gens de leur village. La guerre au Congo a trop duré parce que ce sont des guerres économiques. C'est plus à cause de nos ressources que nos villages sont attaqués. Les rebelles viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, mais aussi il y a des rebelles, des milices congolais qui se constituent soi-disant contre l'ennemi qui vient des pays voisins, mais après ils se retournent contre leur propre population parce qu'eux aussi ils tuent, ils violent, ils pillent les villages comme les autres. Donc nous, ce que nous faisons en tant que femmes activistes, c'est justement apporter le service, mais aussi faire le plaidoyer à tous les niveaux pour apporter la voix des victimes, au niveau national, au niveau régional, mais au niveau international. Nous allons partout pour parler de ce qui se passe dans notre pays, parce que nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons que ça change. Thank you very much, Julienne. Thank you very much.
It's always very impressive to hear you talking about everything you do. So I can only just say thank you again for being here and share everything with us. Katja, would you like to also tell us more about your work, your also maybe achievements, your goals, anything you'd like to share with us? Well, first of all, thank you for the invitation, and it's an honor to be together tonight with such a successful fighter for human rights, for women's rights. It's great to have you here. Well, I'm a state minister at the Foreign Office since December 8th. We have a new government. The last 12 years, I was a parliamentarian, and I've always been working on legal issues and peace issues. I'm a lawyer. Before I became a parliamentarian, I was a lawyer representing victims in court. And as parliamentarian, I was on the Defense Committee on the one side, on the Legal Committee, where I was involved very much in reforming the sexual, the criminal laws, especially the criminal law on rape in 2015. And now as a state minister in the Foreign Office, of course, I can bring things together again, working for peace on the one side, for women's rights, and I'm really looking forward to it. And in our coalition treaty, we decided to put feminist foreign policy, making it the priority. And we will develop a strategy how we can bring things forward, I mean, the next years. Of course, even the last years also, the government's already financed projects that deal with victims, with survivors, like the fund of Julienne was also supported by the German government. But there's always more we can do, and that's the plan we have. Thank you very much for sharing all of what you just said with us tonight. Let's talk more about sexual and gender-based violence in particular and in more detail. Julienne, the Democratic Republic of Congo has been in conflict and conflict situations for more than 3 decades now. How does the situation look like for women and girls in particular in the eastern provinces? Oui, comme je venais de le dire, la situation est vraiment difficile. Souvent, il y a des activistes qui amènent des photos de la destruction des vies humaines. Mais souvent, les gens disent non, on ne veut pas voir parce qu'on ne sait pas supporter. Mais ce sont des réalités qui se passent. Ce sont des réalités. Ce n'est pas des photos, des films. Ce sont des personnes qu'on a vues, avec qui on a vécu, qu'on les voit être tués avec des coups de machette. On voit des bébés qu'on nous amène complètement détruites, violées. Il y a des viols collectifs. Avec ta fille, tu es là, on te viole et finalement, j'ai un cas d'une femme qui a été prise esclave sexuelle avec sa fille de 16 ans. Elles ont été violées collectivement. Elles sont sorties de là avec la grossesse. Elles ont accouché le même mois. Malheureusement, pour la maman, la fille a accouché normalement, mais la maman a accouché avec césarienne. Mais le bébé de la fille, aujourd'hui, est handicapé. Il ne sait même pas marcher. Il ne sait même pas s'asseoir. Donc, il se couche sur son visage. Donc, il roule comme ça sur son visage. Nous ne savons même pas où amener cet enfant pour être soigné. Nous n'avons pas la possibilité. Et c'est trop de souffrance. Cette fille avait pleuré pour qu'on puisse l'aider à avorter. Malheureusement, les services n'étaient pas disponibles dans notre région. Nous avons essayé de chercher où la fille peut être aidée. Le temps de trouver une clinique à Lubumbashi, nous sommes en Ituri, très loin de Lubumbashi. Le temps de contacter cette clinique, c'était déjà 5 mois quand elle est arrivée à l'hôpital, à notre centre médical. Donc, on n'a pas pu l'aider à avorter. Aujourd'hui, cette fille, elle porte cette lourde charge. C'est traumatisant. On l'a remise à l'école. Elle est à l'université aujourd'hui, elle est en deuxième, elle fait l'institut médical. Mais elle a l'enfant là qui est handicapé. Fruit des viols collectifs avec un groupe de rebelles Codeco. C'est un groupe congolais en Ituri.
Donc, elle va porter ça toute sa vie. Sa maman ne sait plus faire d'autres activités. Elle doit garder et son bébé et le bébé de sa fille. Et donc, ce sont des traumatismes. Je viens de Béni. Les femmes m'ont dit ceci. Il nous faut avoir plusieurs centres de détraumatisation, des programmes vraiment élaborés de détraumatisation, parce que nous sommes tous et toutes traumatisés. Nous voyons des choses inacceptables. Des gens qui sont tués dans un village, on tue 100 personnes, 80 personnes. Et quand on va ramasser ces corps, parfois ce sont les restes des populations qui ramassent ces corps, les restes de ces corps, dans des sacs. Et on les empile sur les motos, sur les vélos pour ramener dans les villages. Et ça passe devant vous comme ça. Les gens regardent, les enfants regardent. Il y a des enfants qui sont nés dans cette situation, qui ont grandi dans cette situation, qui aujourd'hui commencent aussi à avoir des enfants. Donc, vous voyez un peu notre tête, ce que nous vivons chaque jour. Des gens qui sont déplacés chaque jour. Le matin, il doit quitter là où il a passé la nuit, parce qu'il ne passe pas la nuit dans sa case, dans son village. Il doit se déplacer au centre-ville pour dormir. Et le soir, il se déplace. Le matin, il revient chez lui pour essayer de préparer à manger, s'il peut trouver quelque chose aux environs de la maison. Et puis le soir, il doit encore rentrer. Une infirmière nous a dit, je dois aller travailler à l'hôpital le matin. Mais moi, je ne dors pas chez moi. Je dors dehors, déplacé de guerre autour des magasins, autour des églises, dans les salles de classe. C'est là que je vais dormir avec ma famille. Le matin, je dois me lever pour aller me préparer chez moi un peu et aller travailler à l'hôpital, faire accoucher les femmes, soigner les malades ou les gens qui ont été blessés dans la guerre. Et puis le soir, je dois encore rentrer là où j'ai dormi. Est-ce que je suis normale pour faire le travail correctement, pour faire accoucher une femme correctement? C'est quelques exemples pour vous montrer que nous vivons des situations qui ne nous permettent pas d'être normales. Nous-mêmes, on a été parfois affectés par ça. J'ai dû aller au Burundi pendant 3 semaines pour suivre des formations, pour suivre des exercices, pour récupérer Parce que quand j'ai travaillé pour documenter les crimes graves qui ont été commis en Ituri et que j'ai soumis des rapports à la Cour pénale internationale, j'ai été moi-même affectée. J'ai écouté plus de 250 femmes, hommes et femmes, qui m'ont raconté leurs souffrances. Et quand chaque soir, je devenais un peu triste ou violente à la maison. Et heureusement, la Fondation OC m'a payé la formation. Je suis allée pour ma guérison. Je suis allée pendant 3 semaines au Burundi, à Bujumbura, pour être formée, pour être traitée et revenir maintenant reprendre mon travail. Donc, voilà un peu la situation que nous vivons. Nous avons des situations difficiles. Le gouvernement actuel essaie de faire sa part, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Au niveau de la région, les chefs d'État, ils se réunissent. Ils parlent qu'ils veulent refaire la paix, mais ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas sincères. Parce qu'au même moment, maintenant là je vous parle, au même moment que les chefs d'État étaient à Nairobi il y a quelques jours pour signer le soi-disant accord de paix pour la région des Grands Lacs, la stabilité de la région des Grands Lacs, au même moment, les M23, les rebelles M23, soutenus par le Rwanda, sont venus encore attaquer le Nord Kivu. Et même aujourd'hui, il y a des affrontements. Donc, les gens sont toujours éternellement déplacés dans les villages. Et ça ne permet pas la stabilité dans les familles, ça ne permet pas le développement. Qui peut faire le développement quand tout est détruit chaque jour? Une femme que nous avons aidée en 2006, on l'a accompagnée, elle a témoigné pour la Cour pénale internationale, on l'a accompagnée pour les soins, on l'a aidée pour la prise en charge psychologique, on lui a donné un peu d'argent pour faire les activités génératrices de revenus, elle a planté ses légumes et tout ça, on lui a
construit une petite case et elle avait un petit champ. Elle faisait ses légumes là-bas, elle vendait, elle avait de l'argent pour manger et pour aussi soutenir sa famille. Elle est revenue au mois de novembre dernier. Je l'ai vu revenir au bureau pour me dire, Maman Julienne, ça ne va pas. Nous avons été chassés parce que tout notre village a été incendié. On a tout perdu. Donc, elle va encore reprendre le chemin de prise en charge. Et c'est ce qui est dommage. Nous faisons l'éternel recommencement. On avance au recul. On avance au recul. Et parfois même les donateurs commencent à dire, le Congo fatigue. Comment faire pour que ça ne fatigue pas? Il faut qu'on travaille sincèrement pour la paix. Nous avons vu les années passées, quand le Rwanda a encore soutenu les M23, quand il y a eu la pression internationale, le Rwanda a reculé et les M23 ont disparu. Mais aujourd'hui, ils sont encore revenus. Donc, les ressources minières ne peuvent pas être les raisons de destruction de la vie humaine. Oui, il y a les ressources en RDC, mais il y a la possibilité de faire une bonne coopération pour que ces ressources profitent à tout le monde, à toute l'humanité, mais aussi aux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes les plus pauvres du monde. Les gens ne mangent pas du tout. Nous avons des orphelins qui sont restés de 2 mois, 3 mois, qui n'ont même pas du lait. J'ai trouvé, il y a 2 semaines, à Oicha, c'est dans le territoire de Beni, les mamans ramassent les orphelins. Parce que quand on égorge tous les parents, ce sont les femmes qui ramassent les enfants qui restent. Et les femmes qui ramassent les enfants n'ont rien pour nourrir ces enfants. Alors, cette femme a 17 enfants qu'elle garde. J'ai trouvé des bébés de 3 mois, de 4 mois. Parmi eux, il y avait 5 qui étaient mal nourris. Un bébé de 4 mois, mal nourri, qui criait, qui criait. Je lui ai dit, donne-lui du lait à l'enfant. Elle a dit, il n'y a rien. Même pas de bouillie, il n'y a rien. Vous voyez? Donc, on veut bien changer la situation. On travaille, mais il y a des situations qui nous dépassent et qui demandent une solidarité internationale pour qu'on arrive à mettre fin à cette situation. Merci. Yeah, it's extremely terrifying, and like you also said, it's so traumatizing what these women have to go through, what everyone has to experience there. When we hear these things now, Katja, how is it? So you're in the parliament now since 2009, or in the political area. Does this whole topic, did it increase? How was it? How prominent was it, or is it now? Is there like an increase for you that you noticed about this topic? Well, it's been on the agenda in different ways. I Mhm. mean, what we hear is the worst part of it, sexual abuse and violence in war, in conflict areas, but of course also in peace areas, there's sexual abuse. So as I said before, it's on the whole agenda. We had it on the German legal system. We dealt with it, with child abuse. What do the laws have to do? How do the laws have to be constructed so they can lead to effective prosecution? And in the end, for the war, for the conflict areas, in the end, it's the same questions: access to justice. This is important for the victims, for the survivors. But before you can have access to justice, you need access to information. And that's a great job that Julienne is doing. Some people have to be there to documentation, and then prosecution. And then, of course, access to health system as well. All this is things that we deal with in conflict areas since I can remember, because that's one of the things that happens in war, is that sexual violence and gender-based violence is used as a systematic weapon, and then it becomes an extra meaning because it's used systematically, and a whole society can be traumatized. And then it's even more complicated to rebuild a society that has been traumatized for, I mean, generations. The babies are traumatized, the young boys that are abused,
they often become the perpetrators of the future. So you have a systematical problem in a war society where sexual violence has been used. So of course, when we try to support countries, peace missions, it's always, we always think about how can we strengthen women, how can we strengthen access to justice, and first of all, how do we document information? I've just been to South Sudan. That was one of my last trips 2 weeks ago. South Sudan has a terrible problem with violence. And the Human Rights Commission at the end of March has published a terrible report on human rights in South Sudan. And it's what we just heard from Congo. It's a systematical problems. And we are there, the international community is there with a lot of resources. So that's that when it comes to what can we do? We can help documenting the first thing and listen to what is happening. And from there on, victims can start surviving. But if you don't have any documentation of what is happening, then they are lost. So there is things we can do. Support, see where are projects, local projects that help victims like Julienne's, and how can we support those local projects, and how can we install in our peace missions, see that there's units that have also on the agenda, the dealing with victims of sexual-based violence. That's very important, so that they have somebody to talk to. You just mentioned the access to justice, access to information, how important this is. Can we talk a bit more in detail about like what could gender-sensitive and inclusive approaches really look like for peace building, and also to empower women to become peacemakers, basically? Well, first of all, it would be nice if we just have peace and no war. War is just the problem with all of it. So if we can make peace, then we do something for women, for men, for everybody. So that's the first thing. So that's why we're still there, and we don't give up, even in areas where we sometimes think we can lose hope. It's important to stay there as an international community to give hope and say we're there. And as I said, we need humans when they, like in South Sudan, we need female police in the international missions that are especially trained to see how these kind of crimes can be dealt with, how they can be documented. And sometimes it's not more than you can do in a war conflict area is document, but that's the start, at least, that you can do. Julienne, we talk about peace building here. How has your work with women as peacemakers been received by men, but also by women as political leaders? Oui, en fait, je voulais juste ajouter à ce que la ministre vient de dire par rapport à la communauté internationale qui est sur place et les femmes qui doivent être dans la mission. Oui, les femmes doivent être dans la mission, mais aussi cette communauté internationale doit être proactive. C'est vrai, ils ont les moyens, mais il y a la lourdeur administrative dans les actions. Parce que les populations viennent leur dire, voilà, il y a l'ennemi à quelques mètres. Ils sont là, en train de venir. Mais ils prennent du temps pour agir. Ils doivent d'abord appeler New York. New York doit appeler, donc Goma ou bien Beni appelle Kinshasa, Kinshasa appelle New York. New York doit revenir avec la réponse. Et vous savez, on a 6 heures de différence. Le temps que ces gens se réveillent et répondent à Kinshasa, Kinshasa transmet à Beni, les gens sont morts. Donc, il faut la flexibilité. Et aussi, dans les troupes qui sont dans la communauté internationale, c'est souvent les pays qui n'ont pas la notion de démocratie. Je suis désolée de le dire. Ce sont des pays, Afghanistan, Pakistan, Uruguay, ce sont des pays comme ça. C'est eux qui donnent des troupes. Parce que les pays sont payés au prorata du nombre de personnes qu'ils ont mis dans les troupes. Donc, quelque sorte, ils gagnent des sous. Et donc, que la mission réussisse, que ça s'éternise, bon, les gens sont là, les troupes sont là, ils sont en train de faire le travail.
Pourquoi les pays qui ont la démocratie, qui ont le respect des droits de l'homme, ne peuvent pas décider de mettre des troupes aussi pour mettre fin à ces exactions à moins, pas longtemps. On a vu une mission de France qui était partie en Ituri pour 3 mois. Ils ont arrêté la guerre. Pourquoi ne pas changer la situation? Parce qu'on a vu, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que nous avons cette communauté internationale et les gens continuent à mourir et ça devient plus grave que quand ils sont arrivés. Donc, on s'est dit, il faut repenser cette mission, il faut l'évaluer et voir. C'est vrai, ils essaient de faire leur part. Ils essaient de faire le monitoring, quelques formations, mais ce n'est pas assez. Jusqu'à quand les gens vont continuer à mourir. Il faut qu'on arrive à réévaluer et à arrêter la souffrance. Pour mon travail comme femme activiste pour la paix, ce que nous faisons la formation des femmes et des filles et des jeunes gens sur la paix. Et nous travaillons avec ces gens-là. J'ai fait de mon mieux pour que quand je documente, il faut que je reste objective. Parce que si je commence à mettre la subjectivité dans le travail, dans mes rapports, ça va ternir mes relations et même mon travail. Donc, je fais tout pour être objective. Je suis avec les communautés, je n'ai pas de problème. J'ai des femmes que j'ai formées. Par exemple, là, je suis à Béni. Ça fait 3 semaines que j'étais là. J'étais à Béni. Je suis allée visiter un champ communautaire. Et là, ce sont des associations paysannes, des femmes et des hommes, des déplacés qui travaillent ensemble. Et nous donnons des formations sur la paix quand ils sont ensemble comme ça, pour qu'ils acceptent d'abord de vivre ensemble et qu'ils transmettent maintenant les messages de paix à d'autres. Ces femmes qui sont formées aident à résoudre les conflits dans les communautés, identifier les conflits et les résoudre. Nous faisons aussi des recherches et actions participatives pour connaître quelles sont les causes de ces conflits communautaires et comment les résoudre. Donc, avec la communauté, bon, il n'y a pas de problème. Avec les chefs de guerre, les seigneurs de guerre, les chefs des groupes armés, c'est là que nous avons des difficultés. C'est eux qui nous attaquent parce qu'ils croient que nous sommes contre leur travail, parce que nous travaillons pour la justice. Avec les politiques, bon, j'ai fait mes critiques constructives. Donc, j'ai dit ce qui doit être fait. Et là où c'est fait, je le dis. Si ce n'est pas fait, je dénonce. Bon, parfois ils sont énervés, parfois ça va, mais je continue à faire mon travail. How would you wish for international law or like policies, responses in general to conflict to change so that we can really empower women and also take their risks, strength more into account? What do you wish for? Oui, ce que je souhaite, je venais de dire qu'il faut qu'on repasse les missions de paix à travers le monde, parce que aussi les questions des violences sexuelles font partie de la mission de la paix. Parce que c'est pendant les conflits qu'il y a aussi ces crimes de violence qui se développent. Nous devons former des femmes, des médiatrices qui doivent participer à ces missions. Mais aussi, il faut que ces missions internationales comprennent et puissent identifier les pratiques, les bonnes pratiques de résolution des conflits traditionnels dans les communautés. Parce qu'il n'y a pas seulement de mauvaises choses dans les communautés, il y a des bonnes pratiques. Et je pense qu'il faudrait utiliser ces bonnes pratiques pour résoudre aussi des conflits. Pas seulement attendre pour amener des leçons aux gens pour dire voilà, la résolution dit ceci, c'est comme ça la ligne de conduite. Ici, qu'est-ce que vous faisiez? Comment on peut faire? Nous avons résolu un conflit entre les Pygmées et les Bantous dans les territoires de Béni. Les Pygmées, les Bantous avaient exproprié les Pygmées de leurs collines, 14 collines. Et ils allaient s'affronter. Et nous sommes allés les rencontrer. Nous avons commencé à identifier le problème, identifier
les influenceurs, les causes, tous les facteurs. Après, les intérêts des uns et des autres. Après, on a présenté les résultats et on a demandé aux deux communautés qu'est-ce qu'ils pensent. Et les Pygmées et les Bantous, ils ont décidé à ce que nous puissions résoudre ce conflit. Et nous avons offert nos services pour résoudre le conflit. Mais nous avons aussi demandé aux Pygmées quelles sont les pratiques pour résoudre les conflits dans votre communauté. Pour ces Bantous des territoires de Béni, dans les collectivités de Batangi-Mbao, qu'est-ce que vous faites quand il faut résoudre les conflits? Ils nous ont dit, les Pygmées ont dit, on donne les noix de cola, on amène la boisson, on mange ensemble, on organise la danse, on mange et puis on danse. On boit notre boisson et puis on danse ensemble. Et puis après, on se salue. Les Bantous ont dit presque la même chose et ils ont ajouté qu'il y a un mariage qui doit être scellé entre la communauté adverse, les deux communautés adverses. Bon, nous, on a dit, on ne va pas obliger une communauté de prendre une fille de force et de donner un mariage. Ça serait une grave violation des droits des femmes. Nous, on ne va pas accepter. Mais pour donner à manger et la boisson et les noix de cola et danser ensemble, on va partager les coûts. Les Pygmées ont apporté les noix de cola. Les Bantous des chefs-lieux de la collectivité de Batangi-Mbao ont amené les bananes. Nous, on a apporté la chèvre et les boissons. Et les femmes des deux communautés ont préparé. Ils ont mangé ensemble, on a été là, on a mangé aussi de leur nourriture et on a organisé la danse folklorique. Les deux communautés ont chanté, ont dansé. Et depuis, ils nous ont demandé de construire une période de paix. On a construit la période de paix où ils se rencontrent pour débattre des questions. S'il y a encore des petits soucis, ils viennent se retrouver pour discuter de ça. Et donc, voilà un peu des pratiques qui existent et qu'on peut toujours continuer à développer et à utiliser dans les communautés. Mais tout cela demande à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que aussi, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, la population n'a pas de repères. Et s'il n'y a pas la justice qui fonctionne, on ne va pas avoir la paix. Parce que les gens vont commencer à se rendre justice. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent sur lesquels il faut travailler. C'est comme ça que nous travaillons sur plusieurs choses. On fait pour la justice, pour que ça fonctionne, sur la paix, les services pour les victimes, la formation et les formations pour la population, les femmes victimes elles-mêmes, qui deviennent aussi des agents de changement avec nous et qui participent dans tous ces processus. Thank you very much, Julienne. When we hear these things, and to be honest, also when we just look at the media, it often seems like that issues like these terrible issues like we're listening to right now are like a problem of the global South. But now we have war back in Europe, and the war in Ukraine also shows it's clearly not just a problem of the global South. Katja, let's say the public, do we have like a false image of sexual and gender-based violence? Is it distorted basically? Well, it's hard to say. If you listen to these stories for many years, then you don't think about it that way. And if there's anybody in the room who thought it was a problem of the global South, now we have war in the middle of Europe, and we see what is happening only a couple of 100 kilometers from us. So this is definitely not a problem of the global South. It's a war problem, and wherever there's war, we see this escalation of violence. And if there's war for many years and many generations, then we get a systematic problem. So this is nothing. And this was the reasons for my first trips to the South, to Tanzania, to Mali, to South Sudan, to say even now with that war in Europe, we are very conscious that we won't forget African countries, and we mean it serious when we say we want to work together and fight human rights violations, and that we will not concentrate on Europe and on our war, which is terrifying us for the moment, but we won't forget that there's others, and that we have to stand together as international community and fight the source of war together.
Thank you very much. I do have actually a bunch of more questions, but I would like to give our audience and listeners the opportunity to please ask questions. I'm going to check if we already have questions coming in on our chat. Are there already questions here? Yes, please. There's a button you can press and then your microphone should work. Okay, so it was on and it was off. So I have been to Congo years back, and I think it might be 20 years, but the problems were the same. So I admire what you do, but I'm asking you, when do you think international community will really be at your side and you can solve the problem with this violence? Merci beaucoup. Je réponds directement à chaque question ou bien j'attends? Je réponds à la question? Yeah. OK. Please. Oui. C'est la même question que je me pose aussi. Quand est-ce que la communauté internationale va comprendre que c'est trop, ça a trop duré pour les Congolaises? Parce que ce qui se passe dans notre pays, je vous ai dit, la cause, c'est les ressources minières. C'est les ressources. Et donc, si la communauté internationale accepte ce que les compagnies, leurs compagnies, puissent arrêter de travailler avec tous ces gens qui extraient les minerais d'une façon illicite, si la communauté internationale accepte de traiter directement avec la RDC, au lieu de passer par des pays voisins pour avoir les minerais, la guerre va terminer. Si la communauté internationale aide la RDC à ce qu'on puisse avoir une bonne gouvernance, si la communauté internationale nous aide à former correctement les jeunes et à offrir le travail aux jeunes, il n'y aura plus de jeunes qui vont aller dans les milices. Donc, si nous travaillons sur ces points, sur les différents aspects, nous arriverons à changer la situation. Malheureusement, c'est toujours le côté économique. Tout le monde dit, ah, le Rwanda se développe, on ne veut plus que les rebelles, les FDL rentrent là-bas. Non, ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Les EDF doivent rentrer en Ouganda. Les Congolais doivent rester au Congo et ils doivent être démobilisés. Ils doivent répondre de leurs actes. C'est seulement comme ça qu'on va arriver à mettre fin à ça. Mais tant qu'on ferme les yeux sur ce que les autres font en RDC, on va continuer à souffrir et c'est trop, c'est trop, c'est trop. Yes, please. I know there are more hands raising up. I saw you first, if you like to go, sir. Thank you very much. And please introduce yourself quickly. I'm sure we would all love to hear who's speaking. Thank you. My name is August von Joos. I'm a Berlin-based entrepreneur. I'm a multi-investor in young companies, predominantly in Germany, but Europe and some overseas. Madame Lusenge, I'm deeply impressed by your work. You're doing a fantastic job, and it's very hard. And I have a couple of points to say. It's unfortunate that violence is male, because women, except a tiny, tiny, tiny percentage, will not be able to be violent to children, to others. So it's quite amazing that it says in French, la violence, mais c'est masculin. I think violence starts with ignorance, and ignorance starts with non-education. I think the basic point we all should make is that we get education in those countries, that we broaden the education, be it with Christian beliefs, classic human values,
or be it education in normal schools. I think educated people are less violent. And until this is reached, people like you are definitely needed. But I think the basic line is that one has to think, how can we broaden the education in those countries actively? Actively means by factor multiple 10 to 20 every year on schools, on whatever you can do. This is where the money should go into. This is where I see our German government going ahead with the financial help for those countries to concentrate more and more on education, because as I've said earlier, educated people are less violent. Thank you. Thank you very much. I saw another hand raising right there, sir. Please go ahead. Yeah, thanks, moderator. My name is Helmut Asche. I'm a retired prof from the universities of Leipzig and Mainz and a very old African hand. Thanks again for the very inspiring talk and the inspiring comments from our state minister. I would like to come back to a point, a very down-to-earth point that both of you spoke about already. Since about 2.5 years with a number of African science colleagues, I'm working on a crisis, the crisis in the Sahelian countries, which has, as a Mali, Burkina Faso, Niger, and expanding, which has a very strong resemblance with the crisis you live in Eastern Congo. And besides, the 2 UN missions with all their difficulties are very similar to each other. What are, and no, I need a sentence in between. Again, 90% of those who caused the crisis in the Sahelian countries are men from all boards. Now, finding a solution at the national level, be it in Mali, Burkina, and so on, has only a slight possibility of success. The solutions must be essentially local solutions, local reconciliation, and so on and so forth. But again, there are the 90% men, if at all, carrying out these local reconciliation moves and so on. What, Julienne, are from your experience in Eastern Congo, the 1-2 best practice cases to introduce more women into these tractations, les bonnes pratiques desquelles vous avez parlé? What are the 1-2 things that do better? I mean, the ministry next door here aspires at a feminist foreign and cooperation policy, but we cannot impose it from outside. It must come or in support to things from inside. What is your advice to give to us? Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de dire, le premier intervenant, par rapport à l'éducation. Et nous faisons de notre mieux pour former les jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés à l'école avec la politique que le président a mis en place de gratuité. Malheureusement, cette politique n'arrive pas vraiment à apporter la réponse parce que beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école, mais finalement, il n'y a pas les moyens pour payer les enseignants et faire fonctionner correctement l'école. Et ça fait que les écoles ne fonctionnent presque pas. Donc, s'il y a une coopération qu'il faut faire, il faudrait apporter des soutiens pour que ça fonctionne normalement. Il y a aussi des écoles qui sont catholiques ou protestantes et tout ça, depuis des années et des années. Ces écoles existaient et encadraient bien les enfants. Je pense aussi que c'est une autre voie que les pays du Nord peuvent encore emprunter pour soutenir ces écoles conventionnées, pour que ces écoles encadrent de nouveau les enfants et qu'ils aient des moyens pour soutenir ces enfants qui sont inscrits dans ces écoles. Mais ce n'est pas tout. Il y a des jeunes gens, à force d'être déplacés, leur âge scolaire est complètement dépassé. Et ils ne sont plus admis dans le programme scolaire. Et pour ces jeunes gens, il faut des programmes spécifiques de formation, d'apprentissage des métiers, pour que ces jeunes gens puissent avoir la possibilité d'être réintégrés dans les communautés. Nous avons les ressources. Nous voulons qu'il y ait des investisseurs qui arrivent. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Les voisins ne veulent pas
Parce que s'il y a la stabilité dans la région, à l'Est, leur économie va tomber. Parce que l'or, c'est en RDC. Si on a maintenant les usines en RDC, il n'y aura plus l'or en Ouganda, au Rwanda. Le Rwanda ne sera plus le premier producteur de l'or. L'Ouganda ne sera plus le premier producteur de cacao. Le cacao, c'est en RDC. Nous avons planté des cacao. Nous avons planté la vanille. Nous avons planté des cafés. Nous avons. Même moi, j'ai mon champ. Mais je n'arrive plus à ce champ-là parce que c'est pris par les EDF, les groupes rebelles. Donc, si la stabilité revient dans la région, le peuple de l'Est de la RDC sont des acteurs, des entrepreneurs. Même quand vous arrivez aujourd'hui, vous allez vous dire, mais on nous dit qu'il y a la guerre ici. Comment ça se fait que les gens sont toujours actifs? Ils continuent à travailler, ils continuent. On les tue, ils vont toujours aller dans les champs qui sont proches de leur maison pour essayer de cultiver, pour essayer de planter quelque chose, pour essayer de faire quelque chose. Donc, nous voulons qu'il y ait la stabilité, nous voulons qu'il y ait des investisseurs qui arrivent. Les ONG ne peuvent jamais développer un pays. Jamais. C'est vrai, vous nous envoyez les ONG internationales pour aider. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé avec la pandémie de Ebola. Les mêmes acteurs qui sont venus aider sont devenus aussi des auteurs d'abus et d'exploitation sexuelle pour les bénéficiaires. Donc, nous devons travailler sur ça. En ce qui concerne la question de l'expérience pour la paix, oui, quand nous formons les femmes sur le leadership et sur la résolution 1325, sur les résolutions des conflits, la cohabitation pacifique, la transformation des conflits, ces femmes prennent leur leadership dans les villages profonds. Elles deviennent, nous nous assurons à ce qu'elles deviennent elles-mêmes les présidentes de ces groupes de dialogue dans les villages. Et quand elles deviennent les présidentes des groupes de dialogue, c'est elles qui mènent le groupe. Donc, elles prennent la parole, elles mènent les discussions avec les communautés pour trouver les réponses par rapport aux conflits communautaires. Donc, ça marche. Il suffit seulement qu'on nous aide à avoir des programmes à long terme, pas des sandwichs de projets. Un projet de paix ne peut pas se faire à 6 mois, à 4 mois de soutien. Juste quand la population commence à s'approprier, les financements arrêtent, on essaie de pousser, mais ça ne fera pas longtemps. Donc, nous voulons avoir la confiance de la coopération bilatérale parce que souvent, les pays nous disent « Non, c'est pas, nos procédures ne permettent pas. » Ce n'est pas encore pour l'Allemagne. On a eu un financement de l'ambassade, du ministère, à travers l'ambassade, pour travailler dans les Kasaï et on espère avoir les financements prochainement pour continuer à étendre notre travail. Mais on voudrait avoir aussi des fondations, des entreprises qui peuvent soutenir ce travail pour qu'on arrive à... Il faut la solidarité. Merci. So, because the time is really running out, I am so sorry, it's already 7 p.m. I would just like the one last question before we take our closing speech. I would just actually like to ask both of you, we heard so much about achievements, goals, so many things that need to be done, also things you hope for and you wish for. Is there, as a takeaway for all of us, is there an advice that both of you can give us or can say for citizens, for politicians, to effect change and to better protect women? Is there an advice you can give us? Well, there's not that one single advice. That solution, if we found the solution against war and violence, we'll use it. I mean, it's everyday work for every one of us, wherever we are, whether we are in Congo or whether we are in Berlin, to think about what we can do. And there's one thing I really want to mention about what was said here about educated people are less violence. I'd be really careful with that as a lawyer. In this country, in Germany, I've seen things I don't want to
I never imagined happening. And it's very academic people, very wealthy people, very well-educated people in a wealthy country that can be very cruel to children. So I'd be really careful with that. So we all have our things that we have to do wherever we live, but of course the international community is also in responsibility, of course, to support countries like Congo. And the economic question has been raised already. I think that's an important thing that we have to think about, the way our economy works. And we have a good example right now with the food crisis. We need to really, and that's the position of the German government, really be careful not to close the markets now that there's gas is expensive and there's a food crisis, but to keep the markets open. Because it's not just us, we don't live on an island, it's for everybody. And I think economic base and peace and security, that's what people need. And then they can for generations. And I agree, it's not a thing of 4 months or 6 months. It's a project for generations after a war. I mean, we've had war in this country and we know it takes generations to come over the traumatization of war crimes. They last at least 2 or 3 generations before you can start. And that's the cruel thing about war, because it can destroy and traumatize people so quickly, and then it takes so long to rebuild it. But that's what we try, and we'll stay with our responsibility, because we're all in one boat, to stay at the side of countries in conflict like South Sudan, like Congo, and do what we can to support an economic base, but to support projects that help victims, to help with education. So I had the chance to visit a lot of these projects, traveling to Tanzania or South Sudan, but of course it's always projects, but you need to keep in there. We should all, that's the advice, not be frustrated and not give up. That's probably the only advice can really give, is keep going, keep helping, and keep hoping, because that's what you never should leave hope, even in such a situation. Thank you very much, Katja. Julienne, any last words you'd like to share with us? Oui, je voudrais dire que nous comptons sur la solidarité des peuples allemands. Nous voulons voir le peuple allemand se solidariser avec nous, comme on le fait pour les autres. Et nous avons vu la communauté internationale s'élever pour l'Ukraine. Ce qui se passe à l'Ukraine, ça se passe chaque jour chez nous, et même pire que ça. Donc, nous voulons aussi qu'on se lève et qu'on dise, qu'on dénonce et qu'on dise non, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on arrête ça. 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. Il faut qu'on arrête ça pour qu'il y ait une bonne entente et qu'on arrive à vivre normalement. La population rwandaise, ougandaise, congolaise n'a pas de problème. C'est les politiques qui sont en train de mettre tout ce qui se passe là-bas, et ça crée plus la haine. Ça développe la haine entre les communautés, et c'est ce qui est malheureux. Donc, pour nous, je peux juste vous dire, j'ai donné ici le cas de l'enfant. Cet enfant a 1 année, maintenant quelques mois, né de viol, handicapé. Nous voulons vraiment qu'on arrive, si c'est possible, de l'amener pour le soin ou faire quelque chose pour que cette fille ne puisse pas rester éternellement traumatisée en regardant cet enfant handicapé qu'elle n'a pas voulu, mais qui est arrivé à cause de viol. Nous voulons aussi voir un peu plus d'engagement, de solidarité, d'aide pour notre organisation, pour notre travail, pour que nous puissions continuer avec ce travail. Merci beaucoup. Thank you very much. So, considering our time is unfortunately up, I'd like to say thank you so much to both of you for sharing everything with us. Thank you to our guests for your interest, for your questions. And now I'd like to hand over to Dr. Ingrid Hamm, CEO of the Global Perspectives Initiative, and over to you. Thank you
so much. I mean, I had been asked to tell us the lessons learned we should take away. Unfortunately, there are so many of them, but I would like to emphasize some of them. Solidarity, you said. And I mean, Christoph Heusgen, the ambassador to the UN, he was a big supporter of the resolution 1325. And he came back and tells we really need to reform the UN. The UN has to become much better than it was in the last decades. So this is something you can work on. And it's also not so simple that we only learn when there is war in the Ukraine, that war is so crucial and so awful, but it is everywhere all the time. So what I would like to take away as learnings is we need women in place. We need women in place. We need women in the missions. We need women in the UN. We need women in the government. The other thing is education is key, no matter whether there are educated people that are as awful as the rest of us, but educated women can be really important agents of change. Whenever there's war, of course, there's violence and crime, but it's a question of governance, as you said. I mean, we need governance that is guiding us in solving those problems. And a crucial aspect of it is prosecution. Wolfgang Ischinger, the head of the Munich Security Conference, he, for years and years, explained time after time that we do not prosecute those who are doing all that crime. So we need prosecution. Otherwise, people learn. I mean, they learn from role models. They learn that they get away with whatever they do in a situation of crisis and conflict. So prosecution, of course, is an extremely important measure we can use to keep us from traumatizing whole societies, as apparently in Congo it is, and in many other places. So with this, I would like to thank you very much, Julienne, and I would like to also emphasize that the German government, wherever they are in the world, trying really hard to help solve those problems. And I'm very happy that Katja Kohl, the Minister of State, is one of those who really want to encourage women and give the idea of feminist foreign policy a clear and focused sense. So thank you all very much. A special thanks to the ESMT. We really love to work with them for so many years, and Aurora, the humanitarian initiative Aurora, is really a wonderful organization to emphasize those who care about the others. These are awards for those who care about the others. So it's not about complaining, it is about let's do it. And Lusenge is one of them. So thank you so much, Julienne. Thank you all.